Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Nouveau plateau dans le cadre du Carrefour des collectivités territoriales de l'Association départementale des maires de la Corrèze sur une thématique, le nerf de la guerre, devrait-on dire, consacrée cette fois-ci à la question suivante: comment investir avec moins de marge financière? Chacune et chacun d'entre nous connaissons bien le contexte depuis quelques années. Suppression de la taxe d'habitation, réduction progressive des dotations de l'État. Comment, dans ce cadre-là, pouvons-nous, au niveau de nos communes urbaines, rurales, voire au niveau des intercommunalités, continuer à financer nos projets locaux? Quel est l'état réel, finalement, des finances locales, aussi bien au niveau du département de la Corrèze qu'au niveau peut-être national? Et surtout, peut-on aujourd'hui envisager, pourquoi pas, d'autres nouveaux modes de financement, alors peut-être pas alternatifs, mais en tout cas novateurs, pour un certain nombre de projets, et si oui, lesquels? Alors, autant de questions qui justifient la présence sur le plateau de plusieurs intervenants. Viendra également nous rejoindre M. Yann Lebrun, sous-préfet d'Ussel en charge de la ruralité. Donc, je fais rapidement un tour de table. À ma gauche, M. Henri Soulier, maire de Sainte-Féréole, vice-président de l'Association départementale des maires de la Corrèze. À votre gauche, M. Soulier Georges Bras, directeur des financements locaux à la Banque Postale, pointu expert sur ces questions. Autre expert sur ces questions, avec la casquette élue, Philippe Laurent, maire de Sceaux, mais surtout secrétaire général de l'Association des maires de France. Et à ma droite, Arthur Moraglia, qui nous présentera ce nouveau type de mode de financement participatif. Et vous êtes, vous, administrateur de l'association Financement Participatif. Sans trop m'étendre, pour lancer tout de suite le débat, Monsieur Henri Soulier, vous êtes effectivement élu local, corrézien. Quel est l'état des lieux des finances dans votre département et quel est le ressenti des élus corréziens aujourd'hui en matière de marge de manœuvre pour investir? C'est une question qui est un peu compliquée. Je ne peux pas vous dire que le ressenti soit bon. Nous avons, et vous l'avez dit tout à l'heure, subi les pertes de dotation sous le président Sarkozy, puis de plus sévère ensuite sous Hollande. Ensuite, nous avons perdu la dotation de la taxe d'habitation qui a été compensée, mais qui ne le sera pas complètement, etc. C'est en tout cas un levier fiscal que les communes ont perdu. Monsieur Laurent en parlera sûrement tout à l'heure. Donc en fait, on est dans un contexte qui est très tendu, d'autant plus que toutes ces pertes, ce sont des pertes de notre compte d'exploitation, de notre financement du fonctionnement. Et le problème dans nos institutions, le budget le plus important, c'est celui du fonctionnement. Car en fait, si on n'a pas de résultat de fonctionnement, c'est-à-dire si on n'a pas une CAF brute ou une CAF nette qui soit positive, on ne peut plus investir. Et aujourd'hui, quand vous me demandez dans quel état sont les communes corréziennes, beaucoup de petites communes corréziennes n'ont plus de CAF, ou pratiquement plus de CAF. Et c'était vraiment ça le drame. Et tout ce qui s'est passé sur ces dernières années, toutes ces actions ont visé à vider notre possibilité de fonctionnement. Et parallèlement à ça, on a eu toujours et on a toujours de nouvelles demandes. Toujours de nouvelles demandes sur la loi Egalim, toujours de meilleurs produits à la cantine, sur la surveillance des enfants, toujours plus de surveillance sur les ALSH, toujours également plus de contraintes, qui sont des dépenses de fonctionnement que l'État n'a jamais du tout compensées. Et donc le maire, il est toujours coincé entre dire non, et à un moment donné, je ne peux plus faire. Le service public est à bout et on ne peut plus continuer. Donc, il faut vous contenter de ce qu'on est capable de faire ou alors laisser aller les choses en sachant que très rapidement, la CAF sera à zéro et que l'investissement ne sera plus possible.
Dans nos communes, c'est assez simple. Si vous avez 10 en général, si vous avez 10 de CAF, de résultats de fonctionnement, vous avez en général 10, vous trouvez 10 de plus pour faire de l'investissement. Donc vous avez 20. Si vous avez 100 de CAF et vous trouvez 100 d'apport extérieur, ça fait 200. Et si vous avez 1000, vous avez 2000. Donc les échelles changent très vite et tout réside dans cette capacité d'autofinancement que les communes sont en train de perdre. Vous me disiez en préparant l'émission, effectivement, au début de son mandat, mais pas seulement, un maire doit savoir apprendre à dire non. Et vous évoquiez là, à demi-mot, ce qu'on appelle en fait l'effet ciseau. Hein. Effectivement, l'accroissement des demandes, des besoins des administrés et parallèlement une forme de peut-être désengagement de certains services publics nationaux, en tout cas de moindres ressources fiscales et financières. Et puis toujours la limite, hein, on est bien d'accord, pour financer les projets locaux, on a aussi le côté le levier fiscal. Bon. Alors Georges Bras, vous étudiez ces questions au niveau national, on pourrait peut-être voir par rapport à la Corrèze. Est-ce que cet état de fait présenté par M. Soulier se confirme au niveau de l'Hexagone ? Alors bonjour à tous, hein. Merci de nous donner la parole justement pour apporter un éclairage et mettre en perspective les finances des collectivités locales. Si vous êtes d'accord, je vais d'abord regarder d'un point de vue macro les finances de l'ensemble des différentes collectivités locales et ensuite on descendra au niveau donc, de chaque niveau de collectivité locale. Au global, sur l'année 2020, c'est une réalité. Avec la crise de la Covid, des dépenses supplémentaires, des recettes en moins, les collectivités locales, dans leur ensemble, ont subi ce que l'on appelle cet effet de ciseau. Effet de ciseau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les recettes progressent, les recettes de fonctionnement progressent moins rapidement que les dépenses. Et en vérité, sur l'année 2020, c'est même un peu particulier, c'est que les recettes de fonctionnement ont baissé. Globalement, si j'arrondis, hein, c'est une baisse des recettes de fonctionnement de moins 1%. En vérité, on a moins 0,8, mais parlons de moins 1%. Et en face, vous avez des dépenses de fonctionnement qui ont progressé, plus 1%. En vérité, c'est même plus 1,3%. Donc ça veut dire des recettes de fonctionnement qui baissent, des dépenses qui s'accroissent. Le résultat, cette CAF brute, cette capacité d'autofinancement brute, cette épargne brute que nous appelons nous en tant que banquiers, elle a diminué. Cette épargne brute, elle sert à deux choses, rembourser le capital de la dette et à autofinancer les investissements. Pour l'ensemble des collectivités locales, l'épargne brute a perdu 10% sur l'année 2020. C'est énorme. Donc on retrouve quasiment le niveau d'épargne brute que nous avions au début du mandat précédent, en 2014-2015. Donc le niveau de l'épargne brute de l'ensemble des collectivités locales à la fin 2020 retrouve quasiment le niveau de l'épargne brute du début de mandat. En parallèle, qu'est-ce que l'on a observé sur l'ensemble des collectivités locales ? Bien évidemment, la crise, l'effet de confinement a entraîné une baisse des investissements. On n'oublie pas, le premier confinement, c'était un confinement dur, arrêt complet des chantiers de bâtiments, de travaux publics. Les entreprises de bâtiments et de travaux publics qui ne travaillaient plus, aucun chantier. Donc automatiquement, moins de chantiers, du retard sur un certain nombre d'opérations. Globalement, les investissements ont baissé d'un peu plus de 7% sur l'année 2020. Et le paradoxe, alors tant mieux pour le banquier que je suis peut-être, c'est que les emprunts se sont accrus. Pourquoi ? Alors, bien évidemment, un contexte de taux relativement intéressant. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont relativement bas, donc un certain nombre de collectivités locales en ont profité pour se faire une réserve. Et donc, le fait que les investissements ont baissé, même s'il y avait un peu moins d'épargne et qu'on a emprunté un peu plus, a fait que les collectivités locales au global ont accru ce que l'on appelle leur fonds de roulement, leur réserve. Et le fonds de roulement aujourd'hui de l'ensemble des collectivités locales commence à peser. Il faut faire attention parce que ça, le gouvernement le regarde avec beaucoup d'attention, même s'il y a le principe de libre administration des collectivités locales, donc il ne va pas pouvoir faire comme il l'a fait sur les agences de l'eau. Je ne suis pas très politiquement correct en évoquant ça, mais aujourd'hui, c'est à peu près 67 milliards d'euros. À la fin 2020, l'ensemble des excédents des collectivités locales, c'est 67 milliards d'euros, compte à peu près 61-62 milliards d'euros à la fin de l'année 2019. Donc, malgré cet effet de ciseau, on voit que le fait d'avoir emprunté, un peu une réserve, les collectivités locales ont un bas de laine, entre guillemets, mais ce bas de laine, bien évidemment, va être affecté. Si je descends ensuite sur les différents niveaux de collectivités locales, du côté des régions, les régions ont subi un effet de ciseau plus sensible. Une baisse de leurs recettes, 1%, une augmentation très importante de leurs dépenses de fonctionnement, et c'est notamment parce que l'État a demandé aux régions de participer au fonds de soutien pour accompagner les entreprises. L'État a mis la main à la poche, mais il a demandé aussi aux régions de participer. C'est une progression de plus de 4,6% de dépenses des régions. Automatiquement, l'épargne brute, elle diminue. Et c'est quasiment moins 20% d'épargne brute du côté des régions, ce qui est très sensible. En parallèle, bien évidemment, les régions, elles ont continué à accroître leur programme d'investissement puisqu'elles ont continué aussi à investir. Et du côté des régions, j'ai envie de dire, les coûts étaient un peu lancés. Quand vous faites des gros travaux d'infrastructure
en matière de transport ou en matière de route ou de lycée, les choses se déroulent. Si je regarde du côté des départements, les départements ont subi aussi cet effet de ciseau. Globalement, leurs recettes à peu près stables. Petite diminution, mais on va dire stable. Leurs dépenses se sont accrues. Et qu'est-ce que l'on retrouve? C'est les compétences du département, c'est essentiellement ce que l'on appelle les allocations individuelles de solidarité. Qu'est-ce qui se cache derrière ce jargon? La prestation de compensation du handicap, le revenu de solidarité active, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui sont des allocations qui se sont accrues, notamment autour du RSA. Et ce n'est pas parce que le taux de chômage finalement se stabilise, on s'en est satisfait cette semaine quand on a eu les statistiques qui ont été publiées, le nombre de bénéficiaires du RSA s'est accru, donc c'est des dépenses supplémentaires pour les départements. Et donc ces différentes allocations individuelles de solidarité pèsent sur les finances des départements alors que leurs recettes n'ont pas progressé. Donc ils ont vu ce que l'on appelle leur épargne brute, donc leur niveau d'autofinancement, baisser de 15%. Vous voyez, 20% sur les régions, 15% sur les départements. Si ensuite je descends un peu plus du côté des intercommunalités. Du côté des intercommunalités, alors c'est un peu compliqué puisque les finances des intercommunalités sont déjà un peu plus fragiles globalement que celles des communes, puisqu'elles ont récupéré un certain nombre de compétences, essentiellement des dépenses dynamiques, des recettes qui n'ont pas forcément connu le même dynamisme. Donc l'effet de ciseau, elles l'ont connu déjà un peu de par le passé. Sur l'année 2020, leurs recettes à peu près stables. Plus 0,6%, on va dire stable. Par contre, des dépenses qui progressent de manière plus importante, pas loin de 2%, une épargne brute qui baisse, de manière plutôt modérée par rapport aux régions et aux départements, d'à peu près 6%, des investissements orientés à la baisse, mais là on est plutôt dans ce que l'on appelle le cycle communal de l'investissement. En début de mandat, on l'observe du côté des communes et des intercommunalités, la première année du mandat, c'est plutôt là où on se préserve son épargne nette pour lancer des investissements par la suite, donc des investissements plutôt orientés à la hausse. Du côté des communes, c'est ce qui nous intéresse aussi, et je vais aller un peu plus dans le détail. Du côté des communes, globalement, les recettes ont baissé, moins 1,5% de baisse des recettes. Pourquoi? Essentiellement, avec le confinement, il n'y a pas de cantine. Pendant 3 mois, il n'y avait plus de tarification donc de la cantine. Donc on a vu pour beaucoup de collectivités locales le chapitre 70 baisser fortement. Et c'est vrai que c'est un peu plus sensible sur les grosses collectivités locales que sur les petites, parce que elles fournissent un peu plus de services. Donc baisse de leurs recettes de fonctionnement. C'est aussi la baisse de la taxe de séjour. Pour ceux qui ont un casino, j'ai envie de dire, c'est les produits de casino, produits des jeux en moins. Même si l'État a mis en place un mécanisme d'amortissement qui avait été mis en place en loi de finances rectificative, avec une volonté d'assurer une neutralité de la totalité de la fiscalité et des recettes tarifaires par rapport à la moyenne de 2018-2019 et par rapport à ce que la collectivité locale va toucher en 2020. Finalement, il y a peu de collectivités locales qui ont bénéficié de ce système, mais pris individuellement, on voit quand même des baisses assez sensibles. Donc des recettes qui ont baissé du côté des communes, des dépenses qui ont un petit peu baissé, mais moins rapidement, moins 0,5%. Pourquoi? Parce que pendant le confinement, l'air de rien, on a fait aussi des économies de charges à caractère général pour l'essentiel. Chauffage. Du côté du personnel, le personnel ne faisait pas de formation, donc c'est des frais de déplacement en moins. Donc il y a quelques économies qui ont été générées, mais en face, de nouvelles dépenses qui ont été engagées. Et ça, toutes les collectivités locales l'ont bien en tête, parce qu'en 2020, quand il fallait acheter des masques, c'était un peu la guerre. C'était presque chacun pour soi, tous ensemble. On essayait de travailler avec la région, on essayait de travailler avec le département, on essayait de travailler avec l'intercommunalité, avec les associations d'élus, pour chacun acheter des masques, qu'on achetait à un prix fort, 1 € le masque à l'époque. Aujourd'hui, à 1 €, vous avez 10 masques, donc, voire même des fois 20. Donc on voit bien ces différents coûts qui ont pesé sur les collectivités locales. Du gel qu'il fallait acheter, et puis bien évidemment équiper les différents postes de travail des agents lorsque on est sorti de ce premier confinement et qu'on a pu reprendre, entre guillemets, une vie à peu près normale. Donc ça, on le voit du côté des communes, avec ces dépenses nouvelles, même s'il y a des économies qui ont été faites, qui expliquent cet effet de ciseau. Alors, je ne reviendrai pas, parce que le temps ne me permet pas, mais de parler des autorités organisatrices de transport. Parce que là, clairement, eux, ils ont subi des pertes très sensibles. Le versement mobilité qui a fortement baissé avec les chômages partiels, puisque c'est une partie de la masse salariale qui, effectivement, gère cette fiscalité. Beaucoup moins de personnes utilisaient les transports. On a vu tout le débat sur Île-de-France Mobilité, mais pas que, parce que ça touche toutes les autorités organisatrices des transports, avec en face des dépenses qui étaient stables, parce que le personnel municipal, le personnel des différentes autorités organisatrices des transports ne pouvait pas être mis en chômage partiel comme on pouvait le faire sur les entreprises. Donc la masse salariale était là, mais il n'y avait pas forcément les rentrées derrière. Globalement, ce qu'on a vu sur les communes aussi, et c'est quelque chose qu'il faut peut-être mettre en avant, on peut distinguer les petites communes rurales, entre guillemets, les grosses communes. Globalement, c'est une étude qui a été réalisée par la Direction générale des collectivités locales, qui a été publiée là en période estivale, où globalement, le sentiment est que l'épargne brute des petites communes, finalement, se stabilise
progressent même un peu légèrement. Elles se sont désendettées et elles ont moins investi, avec une baisse assez sensible quand même de l'investissement, beaucoup plus que dans un cycle normal si on se compare par rapport à 2014. Du côté des grosses collectivités locales, l'effet de ciseau est beaucoup plus sensible, parce que la baisse des recettes tarifaires est très sensible sur ces collectivités locales, une baisse de leur épargne, avec un investissement, mais qui a baissé moins que ce qui était prévu. Certes, ça a fortement ralenti en début d'année 2020, ça s'est accéléré sur la fin de l'année 2020. Les perspectives pour 2021. La crise, elle est encore là. Faut le reconnaître. Aujourd'hui, effectivement, il y a la mise en place du pass sanitaire, 70% de la population est vaccinée, donc on a de quoi être un peu plus optimiste. Mais la crise est encore là. Certaines communes vont être un peu plus impactées. Je pense notamment aux communes touristiques, mais les communes de montagne, qui ont quasiment eu 2 années blanches, en vérité. Donc ça veut dire des recettes en moins. Les départements, et ça c'est une nouvelle étude aussi qui a été publiée cette semaine, vont être dans une situation financière qui va rester dégradée. Les allocations individuelles de solidarité vont continuer de s'accroître. Ce n'est pas parce que demain on va créer de l'emploi que le nombre de bénéficiaires du RSA va baisser. Et c'est ce que l'on observe, il y a toujours un décalage de 2 ans entre la baisse du chômage et la baisse du nombre de bénéficiaires du RSA. Donc pour les départements, les allocations individuelles de solidarité vont continuer à peser. Ce n'est pas neutre pour les communes. Parce que n'oubliez pas que les départements vous subventionnent énormément lorsque vous faites des investissements. Donc si vos départements sont en situation financière tendue, la première dépense qu'ils vont économiser, c'est les subventions qu'ils versent aux communes ou aux intercommunalités. Donc il faut bien évidemment être vigilant sur ces différents aspects. L'impact sur la fiscalité sur les entreprises. Globalement, on n'a pas eu trop d'accidents sur 2020-2021, mais du côté de ceux qui touchent ce que l'on appelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l'ex-taxe professionnelle transformée en CVAE, ça va peser. Donc ça va peser sur les finances des intercommunalités, ça va peser sur les finances effectivement des départements. Les régions finalement s'en sortent plutôt bien puisqu'elles récupèrent une fraction de TVA, tant mieux pour elles, mais effectivement ça va peser puisqu'on sait que la CVAE de 2022, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, va baisser de manière sensible puisque c'est la valeur ajoutée créée par les entreprises en 2020 qui est orientée à la baisse. Donc nous, on a voulu interroger les collectivités locales. Donc en plus, on est en face du stand de la Fédération des travaux publics, on peut en parler assez facilement puisqu'on a questionné les collectivités locales, donc quel est le rôle des travaux publics dans la relance 2021-2022. Et globalement, on est plutôt optimiste sur 2021 puisque plus de la moitié des collectivités locales, que ce soit sur le bloc communal et encore de manière plus sensible sur les départements, envisagent d'investir plus en 2021 que sur 2020. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, bien évidemment, pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. C'est une bonne nouvelle pour l'économie. S'ils empruntent, c'est une bonne nouvelle pour la banque que je représente, bien évidemment. Mais c'est positif. Par contre, l'inquiétude, c'est sur 2022. Parce que quand on interroge ces collectivités locales, on sent une volonté sur 2022 de sagesse. Et donc, une stabilisation du volume des investissements pour l'année 2022. Pourquoi ? Parce que si on fait un peu la météo des finances des collectivités locales, et je pense que M. Laurent l'évoquera bien mieux que moi, on a un nombre d'inconnus. Certes, il y a les bonnes nouvelles. Monsieur le préfet en parlera avec l'argent de la relance qui est là. La dotation de soutien à l'investissement local, la dotation des équipements des territoires ruraux, la DETR, des taux d'intérêt extrêmement bas. Aujourd'hui, on peut emprunter à moins de 1% sur des durées de 15-20 ans. C'est historiquement bas. Bon, ça fait quand même 2-3 ans que ça dure. Il y a un peu d'inflation. Même si les capacités de production des entreprises sont utilisées à plein, les taux d'intérêt ne vont pas remonter demain. Donc on va avoir un contexte de taux relativement bas. Par contre, on a beaucoup d'inconnus. L'inconnu, c'est la fiscalité. Clairement, la réforme de la taxe d'habitation, la baisse des impôts de production. En gros, on a demandé aux collectivités locales de participer au plan de relance en baissant les impôts de production. C'est quoi ce terme barbare ? C'est si vous avez des établissements industriels sur vos territoires, la fiscalité de foncier bâti que payait votre établissement industriel est diminuée de moitié, compensée par une dotation. Vous perdez le pouvoir de taux sur la moitié de vos bases. Si vous avez de la CVAE, vous perdez la moitié de la CVAE sur ces établissements industriels. Perte du pouvoir de taux compensée par une dotation et perte de la dynamique. Perte de la dynamique derrière, donc c'est pas neutre. Donc bien évidemment, pour vos intercommunalités, ça amène à réfléchir quand on voit qu'on a beaucoup d'établissements industriels sur son territoire. Et puis, ne l'oublions pas, le quoi qu'il en coûte, la dette publique, aujourd'hui, c'est 120% du PIB. À un moment, cette dette, il va falloir la rembourser. Et l'État fera des efforts. Généralement, quand l'État dit qu'il fait des efforts, il demande déjà à la sécurité sociale et aux collectivités locales de faire des efforts. Et est-ce que, finalement, on ne risque pas d'avoir ce que nous avions déjà vécu il y a quelques années ? Vous évoquez effectivement les présidences Hollande et Sarkozy, où on va demander aux collectivités locales, de manière, excusez le terme, participer au redressement des finances publiques. Voilà, c'est ça qui existait. Et donc, c'est pour ça que peut-être toutes ces inconnues en 2022 font que quand on a interrogé les collectivités locales, au final,
sur l'investissement, peut-être qu'il va se stabiliser. Donc 2021, reprise de l'investissement, dans un contexte où il y a eu un effet de ciseau, mais on a un contexte de taux qui est plutôt favorable. 2022, risque de stabilisation de l'investissement, parce que les collectivités locales, on le voit, elles ne sont pas totalement rassurées, et donc elles ne s'inscrivent pas dans cette dynamique. Voilà. Après, si les personnes veulent aller plus en détail, c'est avec plaisir que je les accueillerai sur le stand du groupe La Poste et de la Banque Postale. C'est bien noté, merci beaucoup Georges Bras. Donc je retiens effectivement un décalage des investissements suite à la crise sanitaire sans précédent. Décalage, mais suivi, si j'ai bien compris, d'un nouvel élan, au moins pour 2021. Et vous évoquiez la question d'une mesure de sagesse, même pour 2022. Philippe Laurent, je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises lors de la présentation de monsieur Bras. Cette sagesse de 2022, c'est quelque chose que partagent les communes globalement en France. Votre point de vue sur le sujet? Je vous rappelle que vous êtes aujourd'hui secrétaire général de l'Association des maires de France. Oui, d'abord, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je voudrais dire à M. Bras qu'en fait, c'est un banquier qui fait de la politique, enfin de la politique au bon sens du terme, parce qu'il a parfaitement décrit la situation telle que nous, à l'Association des maires de France, nous l'analysons. C'est exactement ça. Et mon collègue de Sainte-Férole, finalement, quand il parle de l'inquiétude sur la capacité d'autofinancement, dit en quelques mots la même chose. Et ce qui a été dit par l'un et par l'autre, en réalité, ça s'applique partout, sur l'ensemble des territoires de France, dans les grandes villes, dans les communes moyennes, dans les villes moyennes, dans les communes rurales, dans les intercommunalités, dans les départements, ça s'applique partout. Qu'est-ce que c'est cette question, ce problème que nous avons? Pour répondre à la question qui a été posée, qui est posée à l'occasion de cette table ronde, comment on peut investir malgré des marges de manœuvre réduites? Eh bien, à mon avis, à un moment donné, on ne peut pas. C'est ça le sujet, on ne peut pas. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai échangé avec un certain nombre de partenaires qui sont ici présents, et notamment avec la Fédération des travaux publics, puisque, évidemment, ces métiers sont très dépendants des commandes que nous leur faisons, notamment en matière de travaux publics. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez de visibilité, il n'y a pas assez de confiance dans l'avenir pour que les équipes municipales, intercommunales, puissent s'engager de manière résolue dans des programmes d'investissement importants. Il n'y en a pas assez. Et en fait, toute cette absence ou cette insuffisante confiance, elle est instruite par le passé. Pas par le passé des quelques années précédentes, mais par le passé de 15 ans à peu près. Et je voudrais, pour illustrer ça, revenir sur l'histoire en fait des choses, parce que, enfin, vous allez voir, je trouve que c'est tout à fait éclairant. Voyez-vous, moi j'ai commencé à m'intéresser à ces questions à la fin des années 70. C'était sous le septennat de Giscard. Et il y a eu, à un moment donné, en 76, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, un rapport fondateur qui s'appelait le rapport Guichard, s'appelait Vivre ensemble, où ce rapport avait fait un inventaire parfaitement partagé d'ailleurs par la quasi-totalité des acteurs politiques sur le fait que notre pays devait se doter d'une décentralisation plus forte. Non pas parce qu'il fallait s'opposer à l'État, mais parce que l'efficacité de l'action publique nécessitait une décentralisation plus forte. Et à partir de là, sont venues plusieurs réformes très importantes dont on ne se souvient plus. 79, la mise en place de la dotation globale de fonctionnement. 80, le vote de la loi sur la capacité des collectivités à voter leur taux sur les impôts. C'est depuis 80 que ça existe. Et tout ceci s'est développé dans une certaine harmonie. Évidemment, il y a eu la loi de décentralisation de 82, mais finalement, elle avait été préparée déjà par tout ça. Parce que vous vous souvenez que cette loi de 82 avait été votée très rapidement, juste après l'élection de Mitterrand. Et en réalité, si ça a pu être voté rapidement, c'est parce que, globalement, il y avait une culture, un discours, une opinion publique même, qui était finalement préparée un peu à ça. Et que les élus eux-mêmes se sont emparés donc, de la loi de décentralisation, sont emparés aussi d'autres lois, comme la loi de 99 sur l'intercommunalité, la fameuse loi Chevènement. Et tout ceci, finalement, a pas mal fonctionné, avec une capacité des collectivités locales à faire vraiment des choix d'investissement, avec une capacité des collectivités et des équipes élues à faire des choix fiscaux, à faire progresser tel ou tel impôt plutôt que tel autre, à baisser des taux, à les augmenter, enfin bref, une certaine autonomie fiscale qui existait. Et ceci a permis à notre pays de s'équiper. Ça a été
une grande période d'équipement sur l'ensemble de nos territoires en matière d'infrastructures routières, culturelles, sportives, etc. Et puis est arrivé donc le milieu des années 2000, et notamment 2008, la crise de 2008. Et à ce moment-là, on a en effet eu un discours qui venait pas tant d'ailleurs du gouvernement que de l'administration centrale, disant que finalement les collectivités locales étaient responsables, au moins pour partie, de la dégradation des comptes publics. Ce qui n'était pas vrai. Parce que les collectivités locales, alors peut-être que c'est pas bien de le dire, mais les collectivités locales ont fait progresser la pression fiscale au fur et à mesure qu'elles faisaient progresser les investissements. Donc, c'était pas vrai, mais ça n'empêche que ça a marché. Parce que l'administration centrale a beaucoup de poids, hein, beaucoup de puissance dans notre pays, monsieur le député, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, du coup, ça a marché. Et donc, depuis le milieu des années 2000, donc ça veut dire 15 ans, eh bien, nous sommes en effet dans une phase de recentralisation progressive. Et je vous en donne simplement 2 exemples. Les 2 exemples, c'est quoi? Suppression de la taxe d'habitation, donc diminution de l'autonomie fiscale. Après, beaucoup d'autres coups de canif à l'autonomie fiscale. Mais ce qui va encore plus loin, le plan de relance, c'est bien. Mais le plan de relance, c'est quoi? C'est des appels à projets. Les collectivités, les communes ou les intercommunalités déposent des dossiers. Il faut qu'ils soient acceptés. Il faut qu'ils soient dans tel ou tel ou tel secteur. Par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments, ce qui est tout à fait nécessaire. Et ça prend, tout ça, des mois et des mois. Et ça ne se fait pas pour finir, ou ça se fait avec beaucoup de retard. Et le fait de flécher ainsi les investissements est un recul sur la fameuse globalisation des dotations qu'on avait connue en 1979. Donc vous voyez, on est vraiment un pic qui est arrivé dans le début des années 2000 et ensuite une descente progressive dans la capacité de notre pays à faire confiance aux acteurs locaux. Et puis, pour terminer, un exemple. Bon, il se trouve que j'ai passé presque 2 semaines en Allemagne et en Autriche, là, au début du mois d'août. On n'imagine pas les chantiers qui existent là-bas. Les autoroutes, les routes, les ponts, tout ça, c'est partout en chantier. D'ailleurs, ça provoque le mécontentement d'une partie de la population parce qu'il y a trop d'embouteillages, parce qu'il y a des travaux partout. Là-bas, la relance, elle est effective. Les entreprises de travaux publics travaillent à plein, les entreprises de bâtiments travaillent à plein. Voilà. Et bien chez nous, je suis désolé, mais moi, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages sur les routes. Peu d'embouteillages sur les routes, effectivement. On verra après si 2022 augurera ou pas de ce nouvel élan et s'est transformé qu'évoquait Georges Bras. On comprend effectivement l'état actuel des choses. Alors, on évoquait tout à l'heure rapidement en matière d'investissements locaux, on n'a pas 50 000 leviers. On évoquait le côté subvention, avec ses hauts et ses bas, bon plutôt ses bas en ce moment. La question des emprunts, avec ses intérêts et ses limites aussi parfois, en termes d'engagement sur le moyen ou le long terme. On évoquait très rapidement la hausse des impôts, ou pas, et ses effets politiques. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on puisse approcher les autres modes de financement en dehors de ces 3 leviers traditionnels, et en particulier ce qui est devenu coutume d'appeler aujourd'hui le financement participatif. Donc, depuis quelques années, on connaît le grand public ce qu'on appelle le crowdfunding. On va solliciter des fonds parfois à droite et à gauche pour financer des projets. Arthur Moraglia, vous êtes donc, je disais tout à l'heure, administrateur de l'association Financement Participatif. En 2 mots, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Comment ça fonctionne? Alors, avant toute chose, pour vraiment démystifier ce qu'est le financement participatif, on est sur un mode de financement qui consiste très simplement à prendre un porteur de projet, ça peut être une collectivité, un département, une région, une ville, ou une entreprise par exemple, ou une association, qui va proposer un projet d'une manière publique et qui va l'ouvrir au financement. Ah, merci. C'est beaucoup mieux pour s'adresser à la foule. Donc je peux faire un financement participatif. Donc je vais vous proposer un projet que je vais déposer sur un site internet en général, et je vais proposer à l'ensemble des gens qui se sentent intéressés d'investir. Donc investir, c'est extrêmement large. Ça peut être prêter de l'argent, ça peut être acheter des obligations, qui sont des titres de dette, ça peut être faire des dons, ou ça peut être carrément acheter, investir dans du capital. Voilà. Donc en fait, quand on parle de financement participatif, on parle d'outils extrêmement divers. Et les plateformes seront aussi diverses. Donc quand on est une collectivité et qu'on veut se saisir du financement participatif, je pense par exemple à des communes de Corrèze, il va avant toute chose falloir voir quel type de projet on souhaite financer. Si on part sur un financement de type don, qui ouvre le droit à des défiscalisations évidemment, on va avoir des petits volumes,
pour des projets particuliers qui vont toucher à la culture, à l'éducation, et qui vont quelque part nécessiter d'avoir la construction d'une histoire et d'un projet construit autour de l'appel aux dons. Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'on est une collectivité et qu'on fait un appel aux dons, on fait un appel aux dons à des gens qui payent des impôts et qui se demandent, je paye des impôts et on me demande quand même de faire un don. Alors pour certaines causes qui sont par exemple des trous dans la raquette de différentes subventions, ça peut avoir un intérêt. Tant que c'est légitime, ça peut être justifié. Mais ça ne se résume pas du tout qu'au don, le financement participatif pour les collectivités. Nous sommes un petit complémentaires et même autonomes désormais, parce que aujourd'hui, l'année dernière, 2020, c'était 1 milliard d'euros qui ont été financés en financement participatif, donc plus 60%. C'est devenu un habitus pour tous les Français. Qu'on parle du don, de l'investissement en action, du prêt, de l'obligataire. Ça veut dire qu'un élu qui va décider d'avoir une tranche de financement en financement participatif, il va rencontrer un écho direct au niveau de sa population, quel que soit le territoire, et même parfois, les plateformes font des retours que l'élu local vient faire une demande de financement participatif parce que c'est une demande des citoyens. Et ça, en fait, c'est assez naturel. Ce qu'on a vu, et c'est un peu le reflet des 60% d'abstention quelque part, c'est que la démocratie, elle ne peut pas s'arrêter aux seules élections. Donc les habitants d'un territoire, pour stimuler ce territoire, pour y être impliqués, ils ont envie d'outils. Ces outils-là, c'est du don, ces outils-là, c'est du prêt, c'est différentes formes d'associations qui sont dans la durée, dans le long terme. Et si je reviens à l'impôt, qui était la première logique de je paye déjà des impôts, pourquoi est-ce que finalement je devrais soutenir encore ma collectivité? Est-ce qu'on ne peut pas changer la perspective? En fait, le financement participatif, c'est quoi? Quand on fait un prêt, par exemple, à sa collectivité, on ne perd pas de l'argent pour ne pas savoir où ça va. On va décider d'allouer avec transparence de l'argent à un projet, et je pense que ça peut être souhaitable si c'est une portion réduite du budget, parce que comme ça, il n'y a pas de problème de fongibilité des fonds. Donc on prête de l'argent à un projet qui nous tient à cœur, et en même temps on en gagne. Puisque la collectivité, comme elle emprunte, elle va rendre par ailleurs l'argent, donc l'amortissement et le capital, au-delà du capital, les intérêts à ses citoyens. Et donc là, on peut reboucler à la toute fin sur ce qui a été soulevé par Henri Soulieri. Quand je ne peux pas dégager d'épargne brute, je ne peux pas investir. Mais en fait, pour dégager de l'épargne brute, il faut des recettes d'exploitation. Donc quelque part, il faut que l'infrastructure que l'on crée soit pertinente par rapport au territoire, à une échelle locale, donc de commune, mais aussi à une échelle de PCI ou de département. Mais quelque part, pour avoir des recettes d'exploitation, pour avoir de la communication sur un projet, pour créer une dynamique citoyenne, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire que les futurs utilisateurs de ce projet, ce soient ceux qui les financent? Je ne vais pas détruire quelque chose que j'ai financé. Je vais utiliser une piste cyclable que j'ai contribué à construire. Je vais me rendre dans un théâtre que j'ai pu rénover. En fait, c'est ça l'esprit du financement participatif. Et c'est pour ça qu'on arrive en complémentarité totale avec les acteurs bancaires. Aujourd'hui, les projets peuvent être très ambitieux. Là, dans un département qui est très proche d'ici, un projet sur une commune de moins d'1 millier d'habitants qui dépasse 150 000 euros en emprunt. On peut aller sur des emprunts qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros. Si vous souhaitez emprunter via de l'obligataire, vous pouvez aller jusqu'à 4, 5 millions d'euros. Donc, vous avez des possibilités en fait. Et aujourd'hui, les citoyens français sont prêts. Ce serait dommage de se priver de cet outil pour la relance. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc on comprend, ça peut être un don, ça peut être un prêt, ça peut monter assez haut en termes de mise à disposition. Vous évoquiez les exemples, donc pistes cyclables ou un équipement collectif du type théâtre. Philippe Laurent, c'est un outil que vous avez eu l'occasion de mettre à profit, qui vous semble intéressant pour les communes? Oui, alors, la première chose que je veux dire, c'est que le financement participatif est très intéressant, j'y reviens dans un instant, mais naturellement, ça ne peut pas être une réponse aux difficultés et aux questions que nous avons posées avant. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas être à cette hauteur-là. Je vous rappelle que l'investissement global des collectivités territoriales en France, c'est 50 milliards par an. Par an. Donc c'est des montants qui sont tout à fait importants et qu'on ne peut pas financer cet ensemble-là uniquement par un système de financement participatif. Cela étant, ça a beaucoup d'intérêt, c'est vrai. D'abord, le premier intérêt, c'est que les habitants, quand ils vont payer l'intérêt, quand la commune va payer l'intérêt, qui sera financé finalement par leur impôt, ça revient à eux. Et ça ne va pas dans les dividendes de la banque postale qui sont versés à l'État. Mais non, mais pas la Caisse des dépôts. C'est versé à la Caisse des dépôts qui, mais elle-même, verse les dividendes à l'État.
Donc, vous économisez déjà ça, ça revient. C'est un circuit local. Donc ça, c'est bien. Non, mais vous m'en voulez pas, c'est vrai. Ah, d'accord. Bon, c'est normal. Bon, voilà. Mais par ailleurs, et j'explique ça, enfin, j'en parle un petit peu dans le petit livre, je fais de la pub comme ça en même temps, hein, dans mon petit livre là, qui sort en librairie le 2 septembre, enfin bref. Non, je dis que finalement, vous savez, nos concitoyens, ils ont envie de participer. Ouais. Mais parfois, pour eux, participer, on ne sait pas bien ce que c'est. Est-ce que c'est participer pour dire, voilà, vous me présentez 2 projets et je choisis quel projet on fait? Ça, c'est pas... Mais participer, ça peut être aussi participer à l'action collective. C'est-à-dire s'engager dans l'action collective. Ça veut dire, par exemple, donner quelques heures de son temps chaque année ou chaque trimestre pour une action collective, comme le font, par exemple, certaines communes qui organisent la journée citoyenne. Ça peut être aussi participer, comme vous le dites, par le biais de ce financement participatif. Parce que là, vous financez et vous prêtez de l'argent à la commune pour un résultat que vous voyez se réaliser et sur un résultat dont vous allez éventuellement bénéficier, vous, vos enfants ou vos parents. Enfin, voilà. Donc c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement précieux. Et là, vous avez vraiment envie de discuter et de participer à l'élaboration du projet. Donc moi, je vois le financement participatif comme une forme, un des éléments de la démarche globale de participation citoyenne de nos concitoyens. Et si c'est possible, c'est d'abord possible au niveau des communes. Évidemment, au niveau de l'État, c'est plus compliqué. On l'a vu avec la Convention citoyenne sur le climat, par exemple. Au niveau des communes, chaque commune peut le faire. Chaque commune peut mobiliser ses habitants sur un sujet, etc. Et vous le faites d'ailleurs. Ça ne prend pas forcément, c'est pas théorisé, c'est pas verbalisé, mais en fait, ça se fait. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, le financement participatif, comme outil de participation citoyenne, est extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Donc c'est pour ça que l'Association des maires de France soutient absolument ces démarches. On a d'ailleurs, et on est encore en train de travailler avec les parlementaires pour faire en sorte que ce soit plus facile, plus aisé, plus ouvert, qu'il n'y ait pas tous ces freins que malheureusement, je dois le dire, hein, l'administration des finances essaye d'installer pour freiner ça sous prétexte tout simplement que les élus ne seront pas capables de maîtriser tout ça. Parce que c'est ça le prétexte. On dit oui, mais on ne peut pas leur faire confiance complètement, ils ne vont pas comprendre, etc. Comme si nous ne savions pas la différence entre un emprunt et une subvention, par exemple. Comme si quand l'État dit on va compenser les pertes que vous avez en matière de recettes, on va vous faire des avances remboursables. Ah, ça, c'est pas de la subvention et c'est pas de la compensation. C'est des emprunts. Même si ils sont à taux zéro, enfin vu les taux actuels, bon, c'est pas ça qui pose problème. Et donc par conséquent, nous nous battons aux côtés donc des structures qui mettent en place les financements participatifs. Il y en a plusieurs, et puis il y a une association qui les regroupe, à laquelle vous participez, et nous nous battons pour faire en sorte que les textes soient clarifiés, qu'ils soient compréhensibles pour l'ensemble de nos élus, de nos collègues et de nos concitoyens, et pour que, en effet, ça puisse constituer un outil puissant de participation démocratique à la vie de nos communes, bien sûr. Mais encore une fois, je redis ce que je disais au début, bien sûr, il y a à la fois ce sujet positif et puis il y a le sujet de préoccupation du financement global de l'action publique locale, à la fois sur le fonctionnement, parce que financer du fonctionnement, c'est pas forcément mal, hein. Quand vous financez des écoles, vous financez aussi l'avenir, hein. Et le financement donc, de nos infrastructures. Et on a là des vrais sujets de discussion qu'il faudra bien un jour aborder de manière sérieuse, en dehors de toute polémique, avec l'ensemble des acteurs publics et notamment avec l'État. Arthur Moraglia, donc on aura compris un outil complémentaire de la participation citoyenne. Des précisions apportées par rapport à cette approche? Justement, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'en jeu collectif que ça évolue. Et ce qu'on a vu, c'est que grâce à l'action notamment de l'AMF et à l'action de Financement Participatif France et de différents parlementaires, on a pu avancer. Et sauf catastrophe parlementaire, normalement, à partir de septembre, l'ensemble des projets, outre les projets régaliens donc de maintien de l'ordre de police, seront finançables par du financement participatif. Donc là, je pense qu'on peut saluer la volonté
des élus locaux et du gouvernement d'avancer pour développer ce type de financement. On peut aussi mentionner qu'à partir de septembre, normalement, devrait être entériné le fait que les personnes morales, ça veut dire les commerces, les entreprises, pourraient également contribuer, donc pourraient également devenir un nouveau maillon du lien territorial. Ça, c'est également à souligner. Et enfin, pour terminer, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'en fait, le financement participatif, paradoxalement, c'est extrêmement adapté aux petites collectivités et aux collectivités qui, bon, la Banque Postale, malheureusement, ne c'est pas l'ensemble du marché bancaire français, donc bon, parfois, il y a d'autres acteurs privés, et donc, bon, en termes de cycle de redistribution, c'est plus compliqué. Et parfois, en termes de taux, en étant un élu local d'une petite collectivité, il peut y avoir un ressenti d'une pénalisation, malgré le fait que les finances locales soient parfois bien tenues. Et ça, cette pénalisation sur les taux, on n'est pas du tout sur la même logique quand on emprunte auprès de ces citoyens qui vous connaissent, ce qu'on appelle une asymétrie d'information un peu différente peut-être. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est que c'est pas beaucoup plus compliqué en fait que de faire un crédit bancaire. Au contraire, c'est même extrêmement encadré. Et là-dessus, je tiens à saluer la DGFiP qui, à chaque fois au niveau local, encadre les conventions de mandat. De la même manière, dès qu'il y a l'encaissement de recettes pour le compte de collectivités, c'est quelque chose qu'ils savent faire et c'est quelque chose sur lequel ils apportent de l'expertise aux petites collectivités. Donc n'hésitez pas, c'est un outil qui est aussi construit pour vous. Merci Monsieur Moraglia. Donc on va inviter Monsieur Yann Lebrun à nous rejoindre, sous-préfet d'Ussel en charge de la ruralité. Alors on a évoqué effectivement à demi-mot le rôle de l'État au travers des dotations, au travers de la DGFiP à l'instant. Monsieur Soulier, vous aviez des observations sur le sujet par rapport au emprunt, pas emprunt. Vous me disiez en préparant l'émission que votre commune, pour le coup, n'était pas endettée du tout. Non, je pense que non. On n'a pas le temps de rentrer complètement dans ce débat entre emprunt et pas emprunt. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que les emprunts que l'on fait, un jour ou l'autre, il faudra les rembourser. Et rembourser un emprunt, c'est de toute façon des dépenses qu'il faudra intégrer au budget, que ce soit en fonctionnement d'ailleurs pour les intérêts et en investissement pour le capital. Donc il n'y a pas de mystère. Mais au-delà de ça, moi je voulais aller un peu plus loin parce que on a les crises de 2008 avec les diminutions de DGF qui ont été faites sous 2 gouvernements successifs. Moi, je crains énormément et je crains très fort que dans le redressement des finances locales et des financements nationaux, je pense qu'on n'échappera pas et que les collectivités locales n'échapperont pas encore à, une épuration de tous leurs excédents ou de leurs comptes qui peuvent poser problème et que l'on aura, au niveau de l'ensemble de nos collectivités, disons, une diminution, en tout cas de la DGF, mais vraisemblablement d'autres mécanismes de péréquation ou de dotation diverses, et que les années qui viennent seront vraisemblablement beaucoup plus compliquées encore pour les collectivités locales. Et moi, je dis en permanence à tous mes collègues, si vous voulez investir, il faut investir tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce que demain, on est sûr de rien du tout. Voilà. Alors, Monsieur Lebrun, effectivement, vous nous avez rejoint, vous êtes sous-préfet d'Ussel en charge de la ruralité. On entend les craintes des élus par rapport aux réformes récentes auxquelles vient s'ajouter une crise sanitaire et des perspectives pas forcément très optimistes. Moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est que vous nous fassiez partager les outils d'accompagnement mis en place par l'État pour accompagner les collectivités dans le but de leur permettre de continuer à investir avec moins de marge financière précisément. Alors tout d'abord, moi je voudrais rassurer les élus en matière d'investissement local. Je comprends tout à fait leurs craintes et les contraintes nées de la diminution des dotations de fonctionnement. Néanmoins, l'État veille à soutenir l'effort des collectivités locales en matière d'investissement. Plusieurs sources de financement peuvent être mobilisées à cet effet par les collectivités locales, les appels à projets, les subventions des opérateurs de l'État, les crédits du plan de relance. Au total, je le rappelais, ce sont près de 2,5 milliards d'euros qui ont été mobilisés par l'État sous différentes formes pour soutenir
les collectivités locales depuis le début de la crise sanitaire. Alors, quelles sont ces différentes formes? Tout d'abord, l'État est intervenu directement auprès des collectivités locales par un abondement exceptionnel de la dotation de soutien à l'investissement local, la fameuse DSIL. Donc cet abonnement s'est fait à hauteur de 950 millions d'euros et plus de la moitié des crédits de cet abonnement ont déjà été engagés en 2020 pour le financement d'environ 3350 projets d'investissement locaux. À ces crédits exceptionnels s'ajoutent bien évidemment les crédits de la DSIL classique pour environ 570 millions d'euros et ceux de la DETR bien connus des élus du territoire pour environ 1 milliard d'euros. Donc l'effet levier de ces différents concours financiers de l'État se fait déjà sentir sur l'économie locale, puisqu'on le voit bien aujourd'hui dans certains secteurs de l'économie, on fait face à une surchauffe. Donc ces concours financiers existent, ils sont efficaces. Je le rappelais, les élus l'ont souligné, ces concours financiers sont fléchés sur les grandes priorités de l'État. Alors quelles sont ces priorités? C'est bien évidemment la transition écologique, la résilience sanitaire, on en a parlé ce matin, la santé, la mise aux normes des équipements publics et la préservation du patrimoine. Donc à ces crédits, on peut ajouter une enveloppe spécifique de 650 millions d'euros consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments publics dans le cadre du plan de relance. Et il ne faut pas oublier les crédits délégués à la région, environ 600 millions d'euros dans le cadre des partenariats État-région. Donc on le voit bien, les nouvelles équipes municipales finalement bénéficient de plusieurs opportunités pour lancer leur mandat et financer leurs projets d'investissement. Certes, les problèmes d'ingénierie existent, de connaissance des dispositifs et de mise en œuvre effective des projets. C'est une réalité, notamment dans les territoires ruraux comme en Corrèze. Néanmoins, l'État s'efforce de surmonter ces difficultés aux côtés des élus locaux à travers différents dispositifs. Je vais en rappeler quand même quelques-uns. Le financement du poste de chef de projet des petites villes de demain, qui est quand même un soutien à hauteur de 75% du coût de ce poste et qui permettra aux différentes collectivités lauréates de cet appel à projet de pouvoir bénéficier d'un apport en ingénierie et de piloter véritablement au niveau de l'intercommunalité leurs projets de territoire. Les appels à projets de type ingénierie sur des politiques publiques spécifiques existent également. Je pense par exemple à l'appel à projet ingénierie tourisme durable, notamment en zone montagne, qui sera mobilisé par les collectivités du territoire. Et bien évidemment, la mise en place dans chaque département d'une délégation locale de l'Agence nationale de cohésion des territoires, sous l'autorité du préfet de département, et dont la mission est concrètement d'aider les élus dans le montage de leurs projets. Comment? Par la diffusion de l'information, par le montage des projets, par le conseil. Si les compétences n'existent pas au niveau local, on pourra activer des marchés d'ingénierie de l'ANCT. Donc tout ça doit contribuer vraiment à concrétiser les projets des élus dans les prochaines années. Donc au total, si on fait la masse de l'ensemble des crédits mobilisés par l'État pour soutenir l'investissement des collectivités locales, on arrive à un chiffre d'environ 10,5 milliards d'euros. Alors quelques chiffres également pour la Corrèze. Alors les crédits de l'État dédiés à l'investissement local, c'est-à-dire DETR, DSIL, des sites projets ont connu une augmentation de 2,5 millions d'euros entre 2020 et 2021 et ils s'établissent désormais à 19,6 millions d'euros, soit une hausse de 15% sur une seule année, sans compter les subventions versées par les opérateurs de l'État, type ADEME, Agence de l'eau, alors qu'elles sont parfois significatives. Je pense notamment à l'Agence de l'eau qui finance à hauteur de 70% les études nécessaires à la réalisation des schémas directeurs d'alimentation en eau potable, ou encore les crédits spécifiques à certains ministères comme ceux des affaires culturelles. Et ce qu'on constate, nous, au niveau de la préfecture, c'est que cette hausse des crédits de l'État a permis de satisfaire l'immense majorité des demandes de subventions déposées par les collectivités locales cette année. En réponse donc à la question posée par cette table ronde, je dirais que les élus locaux continuent à bénéficier de marges de manœuvre intéressantes en matière d'investissement local. Néanmoins, et on peut le contester, ces marges ont changé de nature ces dernières années, avec une part de plus en plus importante prise par les subventions fléchées de l'État au détriment de l'autofinancement. Merci beaucoup, Monsieur Lebrun. Alors, ça permet effectivement de recadrer un petit peu le volet chiffres sur le thème est-ce qu'il y a assez d'aide, pas assez. En tout cas, il y en a. J'allais vous demander à qui s'adresser en pratique, et vous m'avez effectivement évoqué la question de la nouvelle délégation locale, c'est ça,
Alors concrètement, je suis moi maire d'une commune rurale en Corrèze. Je m'adresse à qui pour profiter de ces dispositifs? Alors, en premier lieu, si vous êtes élu local et que vous avez besoin d'un premier niveau de conseil en matière d'ingénierie, votre premier interlocuteur, c'est le sous-préfet d'arrondissement. Le sous-préfet d'arrondissement, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va mobiliser l'ensemble des services de l'État, les opérateurs de l'État, et essayer vraiment de trouver la meilleure solution de financement à votre projet. Ces différents projets ensuite font l'objet d'un suivi, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une action coup par coup. C'est-à-dire que tous les mois, une délégation locale de la NCT, sous l'autorité de la préfète ou du secrétaire général de la préfecture, réunit l'ensemble des services de l'État qui sont mobilisés autour de ces projets, le but étant vraiment d'accompagner l'élu aux différentes étapes de leur projet et en mobilisant parfois, comme je l'ai dit, les marchés d'ingénierie de la NCT lorsque nous n'avons pas les ressources en interne pour accompagner les élus. Et cela se fait bien évidemment gratuitement. Alors, par exemple, à titre d'illustration, je vais parler du projet du maire de Bar-les-Orgues que j'aperçois là-bas, qui a pour projet de réhabiliter une friche de son territoire. Donc le premier réflexe qu'il a eu, il s'est tourné vers moi. Et ensuite, avec la direction départementale des territoires, on s'associe. On va solliciter le ministère donc, de la transition écologique pour obtenir une étude flash, pour avoir une vision plus précise du projet qui conviendrait donc, à son centre-bourg. Et ensuite, notre action va consister à monter concrètement le projet, à l'aider dans la rédaction du cahier des charges pour faire appel à un cabinet d'études et pouvoir solliciter in fine à une vague d'appel à projet du fonds friche. Donc tout cela est très concret, cela se fait dans le temps, mais en tout cas cette assistance des services de l'État est vraiment extrêmement importante et je crois qu'elle est nécessaire dans les territoires ruraux. Voilà qui nous paraît beaucoup plus clair. Alors si je résume un petit peu vos interventions les uns les autres, donc des raisons de rester optimiste avec sagesse, je reprends le terme, en n'oubliant pas de compter sur la participation et l'implication citoyenne sur le mode de financement, et en comptant toujours sur les aides de l'État. On vient de le voir au niveau territorial. Voyez-vous un point que j'aurais pu oublier les uns les autres à mentionner éventuellement? Monsieur Soulier, en guise de conclusion. Oui, on pourrait croire que l'argent coule à flot et qu'il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser. Et c'est pas complètement faux. Mais je rappelle que la moitié des communes de la Corrèze ont moins de 100 000 € de capacité d'autofinancement. Ça veut dire qu'elles ne sont capables que de mettre 100 000 euros sur la table pour investir. Donc vous pouvez mettre des milliards et des milliards d'accompagnement, elles ne mobiliseront que 30 ou 40% de ces 100 000 euros. Et donc je pense que globalement, tant qu'on n'aura pas résolu le fonctionnement global et général des communes, de manière à ce que leur dotation soit plus égalitaire. On parle en permanence de la réforme de la DGF. Jamais la réforme de la DGF n'arrive. Et si on n'est pas capable de revoir et de redessiner le noyau central du fonctionnement des communes, les communes continueront, les petites communes continueront à vivoter, les grands espaces, les grandes métropoles continueront à investir et à se développer, et on continuera à avoir le même phénomène qui est en train de se faire, c'est-à-dire des campagnes qui souffrent, du rural qui souffre, et globalement un développement que l'on ne contrôle pratiquement plus dans les grandes métropoles. Philippe Laurent, le mot de la fin. Non, mais je partage tout à fait... Je partage tout à fait ce que vient de dire notre collègue. Depuis plusieurs années, donc, nous demandons à ce que, vous savez, l'étalement en fait, de la dotation par habitant, qui va de 1 à 2 en fonction de la population, que cet écart de 1 à 2 soit progressivement réduit. Et en fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que le gouvernement ne le propose pas, ça ne se fait pas non plus parce que le Parlement ne le vote pas. Parce que ça, c'est une prérogative du Parlement. Le Parlement peut voter, dans la loi de finances, il peut voter une redéfinition des critères de DGF sans difficulté. Il faut qu'il le fasse, mais il ne le fait pas. Donc on a un travail tout à fait considérable sur cette question-là. J'ajoute qu'il y a un autre sujet qui est lié, qui est le fait que nous sommes dans un système de dotation globale de fonctionnement qui est calculé à partir de critères qui intègrent la situation précédente, là où il y avait des impôts, là où il y avait un potentiel fiscal. C'est-à-dire que lorsque la collectivité avait des taux d'impôt bas,
elle était moins aidée que lorsqu'elle avait des taux d'impôt hauts. C'était comme ça. Parce qu'on disait, si vous avez des taux d'impôt bas, commencez par remonter un peu votre taux d'impôt, et puis ensuite, on vous aidera. Mais faites d'abord l'effort. Hein. Aujourd'hui, ça ne veut pratiquement plus rien dire, puisqu'il n'y a plus d'impôt. Au niveau de la région, du département, il n'y a plus d'impôt. Au niveau de la commune, on n'a pratiquement plus que la taxe foncière. Pour le moment. Pour le moment. Parce que rien ne dit demain que les critiques qu'on faisait à la taxe d'habitation d'être calculées sur des bases injustes ne viendront pas aussi sur la taxe foncière, puisque c'est les mêmes bases. Voilà. Et donc, par conséquent, nous devons en effet être vigilants par rapport à tous ces points, être vigilants sur cette réforme, en réalité, de l'allocation des dotations d'État sur l'ensemble des communes. Il y a un vrai sujet là-dessus. Et nous devrons, à un moment donné, mes chers collègues, je vous le dis, je dis ça à tous les maires, nous devrons avoir le courage de dire qu'il faut remettre de l'impôt local. Pas n'importe quel impôt local, hein, bien sûr. Mais il faudra remettre quelque part de l'impôt local. Pas forcément de l'impôt local, le même sur les communes, les intercos, petites, grandes, etc. Mais on peut tout à fait imaginer des impôts locaux, j'allais dire, comment dirais-je, adaptés, sur, par exemple, les métropoles. Et pour aller plus loin, parce que de toute façon c'est dans mon bouquin, on peut tout à fait imaginer qu'il puisse y avoir un impôt sur le revenu pas très élevé, marginal, mais pour financer, par exemple, les métropoles. On peut l'imaginer. Alors que ça s'imagine beaucoup moins s'agissant des communes rurales où le niveau de revenu est beaucoup plus bas. Vous voyez, on peut imaginer ça. Mais pour ça, il faut qu'on puisse discuter. Il faut que nous ayons nous-mêmes une capacité donc d'imagination, d'initiative, et que nous ayons en face des interlocuteurs, que ce soit au niveau du gouvernement, de l'administration et du Parlement, des interlocuteurs qui ont vraiment envie de faire évoluer les choses. On dit souvent que ce sont les maires qui sont les conservateurs, que notre système de communes, tout ça, c'est le système de l'ancien, enfin d'avant, et que ce sont nous qui sommes les conservateurs. Ça n'est pas vrai. Les conservateurs, c'est pas nous. Les conservateurs, c'est l'administration centrale, monsieur le sous-préfet. Bon, vaste sujet qui effectivement pourrait ouvrir à un nouveau débat. Donc je retiens surtout sagesse, vigilance et courage. L'heure tourne, les débats se succèdent. Afin de respecter le timing imparti, je vois mes collègues en régie qui m'indiquent qu'on est à peu près dans les temps. On tenait à tous vous remercier. Donc Henri Soulier, maire de Sainte-Féréole à nouveau, Georges Bras, directeur des financements locaux à la Banque Postale, Philippe Laurent, donc secrétaire général à l'Association des maires de France, Arthur Moraglia, qui nous a quittés tout à l'heure, je rappelle, de l'association Financement Participatif, et monsieur Yann Lebrun, sous-préfet du Selle, en charge de la ruralité. Merci à vous tous. À très bientôt pour un nouveau débat. Oui,